Fidèle au poste, tous les dimanches, 19h30, le rendez-vous, c'est le 7 Info. L'équipe du dimanche vous propose la substance de l'actualité de la semaine avec en prime les clés de lecture. Aujourd'hui, on parlera du rapport du Sifweb avec ses trop perçus sur les salaires des membres du gouvernement qui fait beaucoup de bruit. On parlera également du rapport du RENLAC sur la corruption électorale. Et puis, on parlera également de qualité des infrastructures dans le domaine de l'accès à l'eau potable et à l'énergie, avec notamment le directeur général de Bati Pro. Voici pour le sommaire, le 7 Info. C'est parti, bonsoir et bienvenue. C'est une révélation qui suscite incompréhension et colère. Le rapport du Sifweb rendu public cette semaine sur le coût salarial des gouvernements du premier quinquennat de Roch-Marc Christian Kaboré et ses implications budgétaires de 2016 à 2021. Plus de 2 milliards de francs CFA de trop illégalement perçus par les ministres pendant les 5 dernières années, indique le Centre d'information, de formation et d'études sur le budget. De 2016 à 2020, les membres des différents gouvernements burkinabés ont perçu des rémunérations qui vont bien au-delà de ce que prévoient les textes, selon le Sifweb, le Centre d'information, de formation et d'études sur le budget. En moyenne, le salaire de chaque ministre a été majoré d'un peu plus d'1 million de francs CFA par mois. Sur la même période, les 4 gouvernements qui se sont succédés ont perçu globalement plus de 4 milliards 300 millions de francs CFA, soit un trop perçu de salaire qui s'élève à un peu plus de 2 milliards de francs CFA. Le trop perçu de salaire du gouvernement Tiba 1 a été de 397 625 685 francs CFA. Pour Tiba 2 et Tiba 3, ce trop perçu a été identique et est de 423 278 655 francs CFA. Donc pour chacun de ces 2 gouvernements. Il en a été de même pour le gouvernement d'Abilé 1, soit un trop perçu total de 846 557 910 francs CFA pour les 2 ans de gestion. Le non-respect du décret a entraîné une majoration de la masse salariale de 418 millions de francs CFA par an. Incompréhensible pour le Sifweb, qui se demande comment le gouvernement peut-il se permettre de tels écarts, tout en demandant aux travailleurs de faire plus d'efforts. Les multiples crises sociales qui ont handicapé par moments le service public et engendré des pertes en ressources publiques sont aussi la résultante d'un déficit de confiance entre les gouvernants et les agents publics. En effet, il y a dissonance manifeste entre la flûte que le gouvernement joue dans son discours pour une réduction du train de vie de l'État et les pas de danse observés dans les actes de gestion au quotidien. Si le décret portant rémunération des membres du gouvernement avait été respecté, le surplus aurait pu servir à la réalisation de nombreuses infrastructures sociales. 69 blocs de 3 salles de classe ou 38 CG ou encore 67 maternités ou 272 dépôts MEG aurait pu être réalisé avec le cumul de trop perçus. Ces chiffres montrent donc l'ampleur du manque à gagner pour les citoyens en termes d'accès aux services sociaux de base. Le gouvernement d'Abilé 2 pourrait percevoir plus de 36 millions de trop mensuellement, soit l'équivalent du coût d'une maternité ou d'une salle de 3 classes si les choses ne changent pas. Et voilà, Rasmane Tchedega de la CGTB, la Confédération Générale du Travail du Burkina, est avec nous. Bonsoir. Bonsoir, Aubin. Saka Koulibaly, analyse politique, fidèle au poste. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Alors, on parle donc de cette information qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive toute cette semaine. Rasmane Tchedega, 2 milliards de trop perçus. Ça vous choque ce chiffre? Je crois que déjà, il faut saluer le travail qui a été fait par cette structure, qui est une structure justement de la société civile. Je crois que pour nous, c'est une confirmation de ce que nous avons toujours dit, parce que la question du non-respect de cet article-là et de ce décret-là, en tout cas le mouvement syndical l'a toujours relevé depuis pratiquement 2015. Mais ici, on a une preuve, en tout cas qui est sanctionnée par une étude qui montre qu'effectivement, le gouvernement en a vraiment fait trop. Voilà.
ça les choquer, c'est trop dit. Nous attendons à ce qu'il y ait ces choses-là, parce que naturellement, si depuis pratiquement 2016, la question n'a pas été réglée, c'est sûr que si on s'assoit pour faire le point, il peut effectivement avoir des choses. Mais peut-être que je vais revenir. Il va falloir encourager ces structures à aller plus loin, parce qu'il y a d'autres questions également qu'il va falloir regarder, notamment le nombre de fonds que nous appelons communément caisses noires, qui ont été multipliés pratiquement par 2. Il va falloir aussi regarder de ce côté-là pour voir qu'est-ce qu'on peut trouver. Justement, Siaka Coulibaly, quand on parle de 2 milliards de francs CFA de trop perçus, on se dit, mais là, pour des membres du gouvernement, on estime déjà avoir assez d'avantages liés à la fonction. Et quand on entend ça, on se dit finalement, quelle gouvernance est-ce qu'on nous propose finalement? Oui, l'élément le plus important à mon sens, c'est du fait que cette situation soit intervenue après le soulèvement populaire. Comme on a l'habitude de parler de situation post-insurrectionnelle, ce sont ces éléments-là qui amènent toujours à parler de cela. Parce qu'il faut se rappeler que c'est depuis la transition en réalité que cette violation du texte qui encadre les rémunérations des ministres a commencé et qui s'est poursuivie avec le gouvernement légal qui a été mis en place. Ceci dit, on peut aussi s'interroger sur pourquoi est-ce que les structures en charge donc, de l'encadrement, de la gestion des deniers publics, là il faut évoquer la SCE-LC, il faut aussi pointer du doigt la Cour des comptes, qui fait un travail plus approfondi et qui a aussi un pouvoir juridictionnel, qui jusque-là n'ont pas actionné sur cette situation donc, de dépassement des montants fixés par le décret. À la longue, on peut se demander, est-ce qu'il n'aurait pas été mieux valu de modifier le décret si il y a des bases objectives qui montrent que les rémunérations posent problème? Parce qu'en général, il y a des normes en ce qui concerne le traitement des responsables. Par exemple, en France, le salaire du Premier ministre est fixé en fonction du salaire du président de la Cour du tribunal administratif. Donc, parce que comme lui, il est chargé de juger les actes de l'autorité, on fixe les salaires en fonction du salaire. Donc, il y a des normes, effectivement, mais il faut faire ce travail-là une fois pour toutes. Il faut une base légale. Voilà, il faut une base légale, de sorte qu'on n'ait pas des situations criardes et qui durent surtout. Parce que si on avait eu une seule année de dépassement, peut-être que les contribuables auraient toléré. Et surtout que les syndicats, surtout quand on a commencé à parler de la question de l'UITS, le prélèvement sur l'UITS, les syndicats ont bien relevé que cette rémunération des ministres faisait partie des aspects sur lesquels ils pensaient qu'il y avait à revoir, en plus d'autres aspects. D'accord. Alors, Tchadega, justement, le gouvernement qui, pendant longtemps, a dénoncé la masse salariale en accusant justement les protocoles d'accord avec les travailleurs, qui alourdit finalement la masse salariale des travailleurs du gouvernement. On se pose la question au regard de ce qu'on a entendu cette semaine. Vous savez, l'histoire de notre pays a toujours donné raison au mouvement syndical. Voilà, vous pouvez accuser le mouvement syndical de tous les maux, mais on finit par avoir raison. Nous avons dit qu'il faut faire attention. En réalité, il faut rappeler qu'en 2008, lorsque le gouvernement, le régime de Compaoré prenait ce décret-là, il avait été dénoncé par le mouvement syndical, notamment l'aspect concernant les 6 mois de rémunération après la fin des fonctions des ministres. Nous avions dit à son temps que c'est vraiment un cadeau de 31 décembre qu'on donnait justement aux membres du gouvernement et qu'il fallait revoir. J'ai dit bien en 2008. Alors, effectivement, je suis d'accord avec le grand frère qu'après l'insurrection populaire, quand des gens viennent et qui disent que c'est un nouveau talent qu'on veut donner à notre pays et qu'ils chantent partout qu'ils sont des patriotes, et visiblement, moi, je ne sais pas, ou bien le patriotisme dont on demande au Burkinabé, c'est à 2 mesures. Nous avons des enfants qui regardent la télé, nous avons des petits frères qui nous regardent, qui nous respectent en tant qu'autorité. Mais lorsque vous venez pour servir l'État, alors même que le décret est clair, quelle que soit votre provenance, vous devriez prendre le salaire fixé par le décret.
quelle que soit votre provenance. À moins qu'on ait un autre texte, parce que jusque-là, on n'en sait pas. Il n'y a pas un autre texte, le texte est assez clair. Si c'est le texte officiel, en tout cas. Le texte même précise que lorsque vous n'êtes pas fonctionnaire, c'est-à-dire que vous, avant votre prise de fonction, votre nomination en tant que responsable, ministre ou président d'institution, si vous n'étiez pas déjà dans l'administration publique, alors votre rémunération qui est fixée par le décret doit faire objet d'un contrat individuel. Ça, c'est clair. C'est dit que même si vous avez un salaire de 20 millions, si vous acceptez par patriotisme pour venir servir le pays, vous prenez ce que la loi vous offre. Mais ça c'est intéressant. Parce que lorsque on s'est levé effectivement pour couper l'UTR sur les salaires, les primes et les indemnités des travailleurs, on a taisé, on a cité la Constitution, on a parlé d'équité. Mais visiblement au Burkina, nous avons deux types de Burkinabés. Et ça devient aujourd'hui une maladie, effectivement, pour le régime. Parce que quand vous regardez, le non-respect des textes devient aujourd'hui la loi. Nous avons des travailleurs qui ont des décisions de justice. Vous savez que jusqu'aujourd'hui, les militants de l'APN, l'Alliance Police Nationale, qui aujourd'hui ont traversé toute la juridiction nationale de notre pays, ont les décisions de justice, mais ils sont toujours dehors. Parce que tout simplement, la hiérarchie ne veut pas mettre en œuvre. Vous avez des travailleurs qui, pour des questions de mouvement d'humeur, ont vu leurs salaires illégalement suspendus. Et après, quand les gens se sont rendus compte qu'il n'y a aucune base légale, ils ont juste continué à payer le salaire du mois suivant. Mais le salaire du mois qui a été suspendu là, on a trié sur le tas là. Ça, regarde ton visage, on rectifie parce que voilà. Ça, c'est le non perçu. Voilà. Vous voyez. Mais aujourd'hui, c'était même le salaire légal du travailleur qu'on a pris et on n'est pas à mesure de rembourser. Et aujourd'hui, vous venez vous asseoir. Il y a même. Moi, je me demande, les ministres là, ils ont signé le contrat avec qui? Parce que quand même, c'est le gouvernement qui était censé viser les contrats des autres. Et lui, il a signé le contrat avec qui? Il s'est donné un salaire, un sursalaire. Et l'étude a pris en compte, par exemple, pour le premier gouvernement Thiéba 1, sur 20 ministres, vous avez 14 qui ont un sursalaire. Ça, c'est terrible. Et visiblement, il y a plus de la moitié qui ont un salaire supérieur au salaire normal. Et c'est les mêmes là qui sortent sur les plateaux de télé pour dire aux Burkinabés que c'est les fonctionnaires qui font qu'on ne peut pas construire le pays. Mais c'est dommage pour que notre pays, aujourd'hui, en 2021, soit gouverné de cette manière. Il faut corriger pendant qu'il est temps. Le respect des textes. Quand au plus haut sommet, on a un problème avec le respect des textes, il y a de quoi s'inquiéter finalement. Est-ce que ce n'est pas un mauvais signal qu'on envoie aux citoyens à la base? Il a parlé tout à l'heure de l'affaire de l'Alliance Police Nationale, ces travailleurs qui ont gagné tous les procès et qui jusque-là attendent d'être réintégrés, mais en vain, l'autorité refuse d'exécuter des décisions de justice. Et puis il y a ce décret qui est violé depuis 2015 jusqu'à aujourd'hui. L'affaire du décret, je crois, ça touche très directement la question de l'exemplarité qu'on attend des gouvernants en général, mais surtout aussi après le soulèvement dont on a parlé tout à l'heure. Les Burkinabés s'attendaient à une gestion beaucoup plus raisonnable de la chose publique, où ceux qui sont appelés à diriger auraient été moins dépensiers sur les biens publics que par le passé. Il faut bien dire qu'à partir donc de ces éléments concrets qu'on a à notre disposition aujourd'hui, la situation n'est pas celle que beaucoup de Burkinabés s'attendaient à avoir. Maintenant, je réfléchis à comment est-ce que cela peut être corrigé. Il ne reste finalement que la seule volonté politique, c'est-à-dire qu'au niveau du chef de l'État, qu'il se penche sur cette question et trouve une solution. Et là, on peut encore approcher l'idée donc de la remise à plat dont a parlé le ministre de la fonction publique à un moment donné. Avec cette situation donc de sursalaire de certains ministres, je me demande comment ils auraient procédé pour faire une remise à plat des salaires. Donc ça pose pas mal de problèmes.
et non plus, il n'y a pas aussi de cadre pour indiquer, à moins que cette fois-ci, on ne puisse attaquer devant la juridiction administrative sur cette question des salaires, de sorte à avoir au moins une compréhension de ce que le juge a de cette situation-là, à défaut de régulariser la situation qui se présente. Et voilà, le débat justement sur le fameux décret non respecté, qui refait ainsi surface. Et si le gouvernement persiste, est-ce que ce n'est pas quelque part aussi parce qu'il y a échec de la lutte syndicale? Parce que finalement, est-ce que pour vous, le plus important, ce n'était pas vos acquis, la mise en œuvre de vos protocoles d'accord? Cette question-là, même si l'État, les ministres le veulent, ils peuvent continuer à se servir des salaires en dehors des textes, pourvu que nos protocoles d'accord soit respecté, tout simplement. Non, pas du tout. Est-ce que vous en avez fait véritablement pas du tout. Et si vous regardez une priorité de lutte? Ah oui. La question de l'assainissement des finances publiques, la question de la lutte contre la corruption, les détournements, mais ça, ce n'est rien d'autre. C'est ni plus ni moins qu'un détournement. Ah oui. Et pour moi, la question doit être traitée de façon sérieuse. Et je pense même que dans d'autres pays, les gens auraient démissionné pour ça. C'est un scandale au sommet de l'État. C'est un scandale au sommet de l'État. Mais c'est dommage. Vous savez, quand on nous a dit que le budget de l'Assemblée nationale, par exemple, a été multiplié pratiquement par 3 en 2015 et aujourd'hui, parce que sous la transition, on était autour de 7 milliards, aujourd'hui on est à plus de 20 milliards. Quand la question a été posée, ça a été banalisé. Le président de l'Assemblée nationale de l'époque, qui est toujours président de l'Assemblée nationale, a dit que bon, on économise pour construire la nouvelle Assemblée nationale. Alors que tout le monde sait que le budget de l'État est annuel. C'est un panier commun. L'Assemblée nationale n'a pas une trésorerie à l'Assemblée pour économiser de l'argent. Et vous voyez, donc c'est pour dire, il y a eu ça, il y a tellement de scandales qui se fait. Il y a eu par exemple la question du charbon fin qui impliquait des personnalités au niveau du ministère. On a dit non, la justice suit son cours. Alors que nous, on sait que dans d'autres pays, quand vous êtes impliqué dans ce genre de malversations, en attendant que la justice suive son cours, au niveau administratif, il y a des mesures à prendre. Mais visiblement ici, dès lors que vous êtes effectivement au pouvoir, vous êtes avec le parti au pouvoir, vous êtes protégé, et rien ne se passe. Mais de toute façon, tout le monde nous regarde. On parlera d'indépendance de la justice. Oui, on nous a bien dit que la justice est indépendante. On nous a bien dit que c'est clair, on a dit que la justice est indépendante. Mais voici un ballon d'essai. Effectivement, le grand frère a parlé donc du tribunal administratif. Voici un ballon d'essai. Effectivement, il faut qu'on regarde s'il y a mal donne, que ça soit traité conformément effectivement à la loi. Et pour nous, le sursalaire doit être remboursé. Il n'y a pas un autre mot pour le dire. Un ministre a dit sur un plateau que demander qu'on rembourse le salaire des enseignants suspendus en mars, là, c'est une forme donc de corruption. Et nous, on répond aujourd'hui que si le gouvernement, les membres du gouvernement, en tout cas qui ont pris le sursalaire, ne le remboursent pas, c'est ni plus ni moins qu'un détournement des deniers publics et ils doivent subir la rigueur de la loi. D'accord. Finalement, la réduction du train de vie de l'État, parce que c'est aussi ça l'enjeu. On parle justement de ce décret qui n'est pas respecté, mais c'est aussi un certain nombre d'avantages accordés aux membres du gouvernement. On a parlé de ces 6 mois après fonction. On a parlé aussi de ces caisses noires qui gonflent à longueur des années au niveau des institutions. Le débat est à nouveau posé et malheureusement, le dialogue social aussi est en panne, malgré la mise en place du Haut Conseil pour le dialogue social. Justement, le dialogue social est en panne parce que, justement, le régime n'en veut pas du dialogue. Vous savez, quand le Premier ministre a été nommé, son premier mot, c'était de dire qu'il nous a envoyé une correspondance pour dire que le gouvernement va organiser la rencontre gouvernement syndical avant fin janvier. Nous sommes effectivement en mi-février. Et depuis que les ministres ont été nommés sur la question, on n'en a plus parlé. Nous avons envoyé une lettre de rappel pour rappeler au Premier ministre qu'effectivement, quand il a pris fonction, il a dit que la rencontre gouvernement syndical va se tenir avant fin janvier. On a envoyé la note de rappel vers le 20 janvier pour dire, si ça doit se tenir avant fin janvier, il faut nous informer, parce qu'on avait dit que quand on doit organiser la rencontre, il faut nous informer au moins une semaine à l'avant. Janvier est fini, février a pris, février est en train de finir, il n'en a plus parlé. Donc, nous sommes dit qu'effectivement, nous avons un gouvernement qui ne discute, qui ne parle de partenaires sociaux
que lorsqu'il y a crise. Alors que tout porte à croire que c'est justement pendant les périodes d'accalmie qu'on discute, on balise, parce que quand le fait qu'il n'y a pas de mouvement sur le terrain ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problème. Les gens ont des plateformes, les gens attendent à ce que le gouvernement réagisse. Si le gouvernement ne réagit pas, mais à un moment donné, les travailleurs vont réagir. Finalement, c'est une question de rapport de force. Hein. Ah oui, c'est ça. Apparemment, le gouvernement en position de force aujourd'hui par rapport au mouvement syndical, apparemment, c'est l'impression qu'on a. Oui, l'impression qu'effectivement BF1 a. Mais bon, laissons l'avenir nous situer. Laissons l'avenir nous situer. Okay. En tout cas, on attendra d'en savoir davantage sur cette question de trop perçu au cours de la semaine. Certainement, au Conseil des ministres, les journalistes poseront la question au porte-parole du gouvernement pour savoir exactement quelle est la base légale et qu'est-ce qu'il en pense sur cette question, justement. Merci d'être passé dans le 7info ce soir. La suite, cet autre rapport, plus de 400 cas de pratiques de corruption observés sur le territoire national avant et pendant les élections couplées du 22 novembre 2020. C'est le RENLAC, le réseau national de lutte anticorruption, qui l'a annoncé cette semaine. Le MPP est le parti qui aurait le plus eu recours à la corruption. Ce rapport du RENLAC, le réseau national de lutte anticorruption, est le fruit du travail de 44 observateurs déployés dans les 13 chefs-lieux de région du Burkina Faso. Les observations ont permis de répertorier 439 cas de corruption, 314 observations directes et 125 cas de témoignages. Nous avons noté des faits que, en tout cas, nous soumettons à l'ensemble des citoyens parce que nous estimons que si on doit poursuivre sur cette voie de corruption électorale, où c'est pratiquement l'argent qui décide du sort des élections, on se demande bien si c'est vraiment des élections. Et on se demande si c'est de la démocratie ou la plutocratie, comme vous avez vu sur nos affiches. Ça, c'est à chacun de tirer sa conclusion. Hein. Des partis engagés dans la course, le MPP est celui qui s'est le plus illustré selon le rapport. Le parti au pouvoir concentre à lui seul 46,9% des cas de corruption observés. Il est suivi au classement par le CDP, l'UPC, le RPI, le mouvement Agir Ensemble et le NTD. Ces 6 partis qui ont le plus utilisé ces mauvaises pratiques au cours de la campagne, la pré-campagne de la campagne, sont ceux qui ont le plus importé de voix. Vous pouvez regarder la configuration au niveau de l'Assemblée nationale et également les résultats de l'élection présidentielle. Donc on peut retenir que la corruption et la fraude ont donc joué un rôle majeur, en tout cas. En observant de plus près la typologie des cas de corruption, la distribution d'argent représente 35% des cas, la distribution de carburant 19% et la distribution de t-shirts 18% des cas répertoriés. Le 18 novembre 2020, c'est par groupe de 10 que les gens, majoritairement des femmes, accédaient dans la cour de Jean-Claude Bouda, ex-ministre de la Défense. Après les échanges sur le consigne de vote en faveur du MPP, chaque groupe ressort avec 20 000 francs. Dans le village de Tamissi, à 3 km des Ignarés, les responsables du RPI ont donné 20 sacs d'engrais à des jardiniers et 50 000 francs au vieux du village. Le 12 novembre à Waïguya, des t-shirts avec l'effigie des Zéphirin Diabré ont été distribués à des jeunes de différents secteurs pour accueillir le candidat. En guise de recommandation, le réseau national de lutte anticorruption préconise que soit repensé le mécanisme de financement des partis politiques afin de plafonner les dépenses de campagne. Il souhaite également l'adoption d'une loi sur le financement privé des partis politiques. La réponse du MPP est immédiate sur cette affaire de corruption électorale. Nous ne sommes pas des adeptes de ce genre de pratique. C'est une victoire acquise honnêtement et nous en sommes fiers, a déclaré Simon Compaoré. C'était au cours d'une session du bureau politique du parti au pouvoir. Session au cours de laquelle on a aussi évoqué l'affaire maire de l'arrondissement 7 de Bobo-Dioulasso mis aux arrêts et les cas d'indiscipline de certains militants. La tenue de notre session. La rencontre de ce 13 février est la première session 2021 du bureau politique du Mouvement du Peuple pour le Progrès. Une occasion pour le MPP et ses militants de faire le point sur les activités menées par le parti. Sur la question du maire MPP de l'arrondissement 7 de Bobo-Dioulasso, déposé à la maison d'arrêt de correction de Bobo-Dioulasso pour corruption et blanchiment de capitaux, le président du parti réagit. Vous savez, on a des camarades qui, quelquefois, sont victimes collatérales. Si on est dans ce cas-là, nous sommes tenus de prendre un avocat pour suivre.
Mais si c'est quelqu'un qui, sciemment, a posé un acte qu'il sait interdit, prohibé, et qui le pose parce qu'il a besoin de tromper l'administration, il a besoin de tromper des citoyens pour avoir son job. Bon, là, nous, on ne rentre pas dans ça. Il sera seul devant la justice. Ce 11 février, le réseau national de lutte anticorruption REDLAC sortait un rapport dans lequel il classe le MPP comme le parti qui a le plus eu recours à la corruption pendant les élections du 22 novembre dernier. Face à ce rapport, le MPP dit rester droit dans ses bottes. Notre parti est tout à fait serein. Et partout où on va nous appeler par rapport à ce rapport-là, nous allons répondre et la tête haute. Nous n'avons jamais compté sur la fraude, sur la corruption pour gagner ces élections-là. Vous avez été témoin. Autre point important de la session, les militants qui ont violé la ligne directrice du parti en battant campagne pour une autre formation politique que le MPP lors du dernier scrutin couplé vont être sanctionnés ou exclus du parti. Et on apprend justement qu'à l'issue de cette session, des sanctions sont tombées, des exclusions de militants et non des moindres, des maires, des anciens maires et les candidats aux législatives donc, ont été sanctionnés justement. Siaka Coulibaly, on parle là de corruption électorale, ça relève d'une vérité de la palisse, hein, c'est quelque chose de très évident. Absolument. Mais c'est très intéressant que cette situation soit établie par des rapports comme ça, des études systématiques, qui permettent donc de faire sortir la question des débats à tout vent et qui fixent les choses selon des normes, selon des faits qui sont constatés, selon des réflexions, des analyses qui sont faites. C'est déjà ça le plus important. Ce sont des faits concrets. Ce sont des faits concrets qui ont été collectés. Peut-être qu'on aurait pu les avoir pendant la période, juste les 24-48 heures après l'annonce des résultats, que ça aurait pu être comptabilisé pour les réclamations. Oui, tout à fait. Mais même là, il aurait fallu encore fournir les pièces à conviction à ceux qui ont intérêt à faire les recours. Mais c'est aussi le boulot de ceux qui participent aux élections, de documenter les situations irrégulières et de faire les recours sur cette base-là. Mais sinon, tout le monde sait bien que c'est une pratique illicite qui se déroule depuis assez longtemps. Mais c'est quand même dommageable pour notre démocratie. Mais bien sûr. Plusieurs tentatives ont été menées pour tenter, ça force le jeu. Pour tenter de limiter, ou en tout cas d'éliminer ces pratiques-là. Il y a eu la question des gadgets, qu'on pensait être l'élément principal de la corruption électorale. Le code électoral semble avoir réglé, même si on trouve le moyen de contourner autrement. Exactement. Maintenant, c'est peut-être de l'argent liquide qui est dispensé, donc ça aggrave encore plus la corruption. Il y a eu cette histoire aussi de fichiers biométriques, qui est une des mesures phares pour empêcher la corruption, notamment le double vote et les votes multiples. Donc il y a plusieurs tentatives de réduire ou d'éliminer les pratiques de corruption électorale, de fraude électorale, mais disons que ces mauvaises pratiques ont la vie dure et au fil des années, on constate qu'elles se déroulent toujours. Pour cette étude-ci, c'est vrai qu'elle vient tardivement, mais ça peut toujours servir à la classe politique pour éclairer les échéances futures et prendre les dispositions pour que cela ne soit pas le cas. Espérons, bien sûr. Vision zéro corvée d'eau du président du Faso, porter le taux d'accès à l'eau potable de 111% en 2015 à 119% en 2020. Plus de 2000 forages neufs à réaliser, 1285 forages à réhabiliter et 54 400 latrines familiales prévues en milieu rural. Ce sont les objectifs du PNDS, le Plan national de développement économique et social, qui s'achève. Et ce soir, nous parlons justement de l'accès à l'eau potable, mais aussi à l'énergie, avec le directeur général de Batipro, Khalil Khalaf. Bonsoir. Bonsoir. Merci de répondre à notre invitation. Avec plaisir. Justement, cette politique du gouvernemental en matière d'accès à l'eau potable, comment vous l'appréciez? Efficace, réaliste, ambitieux? Donc, il faut d'abord préciser que l'eau, au même titre que l'air, est un élément fondamental à la vie.
Et quand nous donnons de l'eau, nous donnons la vie. Maintenant, concernant ces 10 dernières années, nous avons remarqué qu'au niveau, en tout cas, du Burkina Faso, il y a eu d'énormes efforts qui ont été faits de la part du gouvernement pour la réalisation de forages. Il faut savoir maintenant qu'avec les nouvelles technologies et avec la baisse des prix et des réalisations du forage, nous faisons de plus en plus de forages. Aujourd'hui, au Burkina Faso, nous avons à peu près une superficie de 275 000 km². Notre voisin malien a une superficie à peu près de 1 250 000 km². D'après les importations en 2020 de pompes de forage, nous avons à peu près importé le même nombre de pompes. Donc ça montre vraiment la détermination du gouvernement en fait, dans la réalisation de forages au Burkina Faso. Et il faut savoir aussi que dans d'autres pays, il faut des autorisations spéciales pour les forages. Au Burkina, nous avons vraiment la chance que nous pouvons faire des forages quand nous voulons, où nous voulons. Donc c'est vraiment très, très, très intéressant. Et aussi un autre aspect qui est très intéressant aussi, vous pouvez remarquer au Burkina, il y a de plus en plus de personnes qui vendent de l'eau. Il y a de plus en plus de marques qui sortent. Donc ça veut dire vraiment que l'accessibilité à l'eau potable est devenue vraiment, vraiment facile. En plus, avec l'énergie solaire, aujourd'hui, nous pouvons faire du pompage solaire. Il y a 10 ans de cela, on n'entendait pas beaucoup parler du pompage parce que c'était des pompages électriques. C'était cher, il n'y avait pas la technologie. Aujourd'hui, avec le pompage solaire, c'est beaucoup plus facile pour nous, ça revient beaucoup moins cher. Et le gouvernement, aujourd'hui, pour tous les importateurs de produits solaires, a exonéré la TVA. Donc c'est une excellente démarche et c'est vraiment quelque chose de formidable pour les consommateurs et pour les importateurs aussi de pompes et de matériel solaire. Et vous êtes effectivement, votre structure est spécialisée sur ces questions. L'autre débat, justement, c'est beaucoup de forages en panne à réhabiliter, hein, on l'a dit pour le gouvernement. Il y a justement, on parlait de 1235 forages à réhabiliter au cours, donc, dans le cadre du Programme national de développement économique et social PNDS. Là, la qualité des réalisations des infrastructures est ainsi posée, le choix notamment du matériel pour la réalisation de ces forages. La question se pose également pour la question du solaire où on voit beaucoup de pannes, l'infrastructure, rien qu'à voir dans la ville de Ouagadougou. C'est un problème, c'est un souci pour les populations. Et à votre niveau, au niveau de Bâti-Pro, vous êtes un peu spécialisé sur ce secteur-là. Que dire sur cette question de qualité des infrastructures? Alors, nous sommes très bien basés dans l'énergie solaire. Et notre force, d'ailleurs, c'est l'énergie solaire, c'est la vente de pompes solaires. Alors, moi, ce que j'aimerais concernant la qualité des équipements solaires au Burkina Faso, j'aimerais que le gouvernement mette en place un système de contrôle qualité des équipements solaires. Je vous explique pourquoi. Parce qu'au Burkina Faso, 70% des équipements solaires ne sont pas aux normes et n'ont pas de certification. Et cela, ça pose problème souvent parce que quand nous sommes consommateurs et nous voulons faire, par exemple, une installation solaire, que ce soit un forage ou une installation à la maison solaire, beaucoup de gens sont assez déçus et souvent avec l'expérience que j'ai eue, ils viennent me voir et ils me disent non, moi le solaire je ne veux pas entendre parler, je préfère acheter un groupe électrogène chez moi à la maison. Justement, parce que le danger est là, c'est vrai que le gouvernement s'inscrit dans cette politique de développement du solaire, mais en même temps il faut faire attention à la qualité des infrastructures parce qu'au risque de décourager les consommateurs et que justement on soit très prudent par rapport à cette politique. Bien sûr, c'est vraiment dommage d'entendre ce genre de choses. Par exemple, quand un client vient, il me dit, moi, je ne veux plus entendre parler du solaire, je veux mettre... C'est dommage parce que nous avons de l'or entre les mains. Parce que c'est vraiment, c'est une grande découverte. Dieu nous a donné vraiment le solaire au Burkina Faso. Nous avons 300 jours d'ensoleillement à peu près sur 365. C'est extraordinaire. Donc il faut profiter de cela. Il faut que le gouvernement... Il y a déjà des centres de contrôle, là. Il y a des centres de contrôle, mais ils ne sont pas assez médiatisés et ils ne sont pas assez stricts au niveau des contrôles de la marchandise. Ça, c'est très important, premièrement. Deuxièmement, il faut que le gouvernement aussi mette en place des centres de formation pour les jeunes. Parce qu'aujourd'hui, il y a des centres de formation déjà, mais l'accessibilité est très difficile. Il faut vraiment faciliter l'accessibilité pour ces jeunes. Il faut qu'on ait l'expertise sur le solaire. Exactement. Vous savez, le solaire, c'est un domaine qui est très, très intéressant. Je vais vous demander pendant 5 secondes d'imaginer quelque chose. Vous avez une énorme boule de feu qui est dans l'espace, qui est le soleil. Vous avez, par exemple, si on fait un petit feu par terre, vous versez de l'eau, le feu s'éteint. Mais est-ce que vous arrivez à imaginer que grâce à cette énorme boule de feu, nous arrivons à prélever de l'eau de notre sous-sol?
Donc il y a une attraction entre le feu et l'eau, donc entre le soleil et l'eau. Or qu'en général, l'eau et le soleil n'ont jamais été complémentaires. Mais dans ce cas, ils sont très complémentaires. Et il faut profiter de ça. Il faut profiter de ça parce que c'est vraiment quelque chose de fantastique. Et moi, je suis sûr que le développement déjà du Burkina Faso va se baser sur l'énergie solaire. Et vous allez voir d'ici 2 ou 3 ans, si vraiment nous renforçons, nous faisons ces centres de contrôle et que nous mettons vraiment beaucoup d'envie avec cette énergie, nous arriverons à faire vraiment énormément de grandes choses. 2 choses donc. Ouais. Développer l'expertise locale en la matière, c'est-à-dire former les jeunes sur ce segment, mais derrière aussi travailler à permettre aux professionnels qui ont de la qualité de pouvoir exercer et ne pas... il faut assainir le secteur, vous voulez dire? Effectivement, ça veut dire en fait, nous, à Batipro, notre force surtout, c'est au niveau des pompes. Au niveau des pompes, parce que notre pompe, elle est hybride. Vous pouvez la mettre en solaire et vous pouvez la mettre en électrique aussi. Et nous avons un excellent rapport qualité-prix là-dessus. Donc ça permet à beaucoup de gens, vraiment même des professionnels qui n'ont pas l'habitude de faire des installations, avec notre pompe, vraiment d'apprendre beaucoup de choses. Et nous avons souvent des fournisseurs qui viennent au Burkina ici, des fournisseurs par exemple de notre pompe, qui est la Sam King, qui vient au Burkina pour former un peu les techniciens, qui font des séminaires pour les apprendre, pour les montrer le droit chemin. Parce que l'énergie solaire aujourd'hui, c'est très intéressant. Et il y a plein de jeunes qui n'ont pas de diplôme, qui n'ont pas le bac même, et qui sont très intéressés par l'énergie solaire. Il faut leur donner la possibilité d'apprendre, parce que c'est très intéressant. Et demain, l'énergie solaire pourra nous montrer autre chose. Donc c'est très important de maximiser sur ça. Voilà, donc le défi va être à ce niveau, puisqu'actuellement on parle d'un nouveau plan de développement pour le quinquennat, le 2e quinquennat de président du Faso. Et quelle devrait donc être la place justement de ces questions d'accès à l'eau potable et à l'énergie, justement? Comment vous voyez cette politique? Sur quoi faut-il mettre l'accent? Il faut mettre l'accent aujourd'hui sur les jeunes. Il faut aujourd'hui que, par exemple, lorsque nous faisons un forage, vous savez, avant dans les forages, par exemple, vous avez parlé tout à l'heure de l'eau potable. Aujourd'hui, il faut équiper nos forages de filtres professionnels. Vous savez, il y a des filtres qui se vendent, qui filtrent l'eau du forage. Parce que souvent, les gens, ils font un forage, ils boivent l'eau directement. Il ne faut surtout pas boire l'eau du forage tant qu'elle n'a pas été testée. Parce que les gens pensent que l'eau du forage, elle est propre. Mais non, il y a du calcaire, il y a plein de résidus. On ne sait pas d'où elle est passée, par où elle est passée. Donc, il ne faut pas boire. Il faut équiper maintenant, pour faire un pas vers l'avant, il faut équiper tous nos forages en fait, de filtres professionnels. Ça ne coûte pas très cher, les filtres professionnels. Ça coûte moins cher qu'une pompe. Et ça permet d'enlever tout le calcaire, toutes les bactéries. Et ça permet aussi de boire, de consommer l'eau. Donc voilà, il faut passer un cap et arriver à cela. Merci, Monsieur Khalil Khalaf. Je rappelle que vous êtes le directeur général de Batipro. Vous êtes spécialisé sur les forages et puis le solaire. C'est bien ça. Merci. Merci d'être passé dans le 7 Info ce soir. Merci, vous restez avec nous pour la suite de ce 7 Info. Une délégation de chefs coutumiers au palais présidentiel. C'est l'autre actualité de la semaine, des chefs préoccupés par la situation sécuritaire et la cohésion sociale. Les chefs coutumiers du Burkina Faso au palais de Koussiam. Ces leaders viennent à la rencontre de Roch-Marc Christian Kabouré pour aborder certaines questions d'intérêt national comme la réconciliation et l'insécurité. Depuis quelques années, certaines parties du pays sont en proie aux exactions des groupes armés terroristes, occasionnant de nombreux déplacés internes. Ces chefs coutumiers plaident pour des solutions pérennes. Il s'agissait pour nous de transmettre au président du Faso les préoccupations majeures de nos populations en ce moment, dont la résolution nécessite beaucoup d'action, de dialogue et aussi de tolérance. Mais particulièrement, le sujet qui a vraiment retenu notre attention à tous ici, c'est l'insécurité. L'insécurité en un premier temps et la situation des déplacés internes. Alors nous avons évoqué avec le chef de l'État la possibilité de faire en sorte que la population puisse regagner leur territoire où ils ont quitté depuis un certain bout de temps, qui nous crée pas mal de problèmes. Cette visite avait entre autres objectif de féliciter le président Roch-Marc Christian Kabouré pour sa réélection en novembre dernier à la tête du pays. Ses chefs lui ont présenté leurs vœux de succès pour ce nouveau quinquennat. Cheikh Koulibaly, ce sont là des acteurs, il faut le dire, incontournables dans le processus de réconciliation et de cohésion sociale. Ils sont auprès des populations, ils vivent leur réalité et ils ont leur mot à dire.
Oui. Toute discussion mise à part concernant le rôle des chefs dans la République, je pense que la démarche est à retenir dans la mesure où ce sont des acteurs qui cristallisent quand même l'organisation sociale du pays. Et il est important de voir que ces personnalités s'intéressent à des aspects aussi sensibles de la vie politique nationale, la vie nationale tout court, qu'est l'insécurité. On aurait aimé voir les propositions que les chefs ont fait aux chefs de l'État, ou les demandes, qu'est-ce qu'ils ont demandé concrètement aux chefs de l'État en termes de résultats, en termes d'échéances, et qu'est-ce qui va être fait, etc. C'est très intéressant donc de suivre cette démarche-là, parce que ça peut devenir un des leviers de l'action publique aujourd'hui, non seulement pour l'interpellation des autorités, du chef de l'État par exemple, mais aussi lorsque l'autorité va décider d'options, de stratégies. Ces acteurs-là peuvent être très importants au niveau du relais local pour sensibiliser, pour aider à faire passer donc, les décisions qui vont s'appliquer. Sur cette question de la sécurité, bien heureusement que les chefs coutumiers l'ont évoqué, on ne sait plus où on se trouve aujourd'hui. Des fois, on nous fait savoir qu'il y a une accalmie au niveau donc, de l'insécurité. Il y a cette étude de l'Institut Fait-Afrique qui prouve le contraire. Voilà. Et des fois, d'autres éléments qui sortent pour dire qu'en réalité, il n'y a pas du tout d'accalmie. Et la démarche des chefs tend à montrer qu'elle est peut-être plus préoccupante qu'on ne le pense. Donc, c'est bien qu'on fasse sortir les autorités du bois et qu'elles disent concrètement quelle est la situation qui prévaut aujourd'hui en termes sécuritaires, quelles sont les implications sur le développement et aussi le lien qu'il puisse y avoir entre la sensibilité et le niveau de l'insécurité et le besoin de réconciliation nationale. Parce que quand on regarde de près cette question de réconciliation nationale et de cohésion sociale, on se rend compte que la plupart des thématiques qui pourraient relever de ces deux politiques, de ces deux stratégies, réconciliation et cohésion, elles sont peut-être assez plus faciles à résoudre. Mais la grande question qui se pose, et sur laquelle on n'a pas d'indication à l'heure actuelle, c'est la question des groupes armés. Et ceux qui ont pris les armes, on sait qu'il y a des étrangers, mais on sait aussi qu'il y a des Burkinabés qui se sont enrôlés dans ces phalanges. Et il faut se demander qu'est-ce qu'on en fait. Et là, il faut une option qui soit intégrée, appropriée par l'ensemble des Burkinabés sur qu'est-ce qu'on va faire de ces gens-là. Parce que dans les pays où ça a pu être résolu, je prends le cas de l'Algérie, c'est une option nationale, c'est vrai, donnée par le pouvoir à l'époque, mais tous les Algériens avaient accepté qu'il y ait des négociations avec les groupes armés. Est-ce que c'est le cas au Burkina Faso ? À l'heure actuelle, on n'a pas d'indication là-dessus. Claire, c'est vrai qu'à la déclaration politique générale, le Premier ministre semble laisser entendre que c'est des possibilités. Mais là, c'est une petite dose de pression que les chefs mettent sur le pouvoir en parlant justement du retour des déplacés internes. Voilà, des déplacés. Puisque les déplacés, ça fait partie de la question de la sécurité. Tant qu'il n'y a pas d'assainissement en termes de sécurité des zones où les déplacés étaient, c'est très sûr qu'ils ne pourront pas retourner. Quand on regarde ces déplacés qui aujourd'hui envahissent les rues de la capitale, on constate la plupart du temps que c'est presque 99% de femmes et d'enfants. Donc la question se pose d'abord où se trouvent les maris, et est-ce que même en cas de retour des déplacés sur leur lieu d'habitation avant le déplacement, est-ce que ces femmes et ces enfants peuvent relancer la vie dans ces zones-là? Donc il y a pas mal de questions, je trouve, qui se trouvent autour de la question, qui est la question donc, de la sécurité, qu'est-ce qui s'est passé pour que les déplacés soient là, et les conditions de leur retour, qu'est-ce qu'on mettra en place comme mesure, comme encadrement, comme accompagnement de ces déplacés internes. Et là, on a des chefs qui viennent un peu partout, de toutes les régions du pays. Oui. Là, on a une photocopie réelle. Voilà, exactement, c'est ça. Et qui savent exactement, dans leur circonscription, comment est la situation, quel nombre de déplacés, quelles sont les familles même, les chefs peuvent le savoir, quelles sont les familles qui sont parties, comment on peut les reloger. Est-ce qu'il faut les faire quitter là où ils étaient auparavant pour des questions donc,
d'accès à leurs terres, d'accès à leurs biens, de vivre ensemble. Parce que pour certains, c'est ça qui les a conduits à être... La question aujourd'hui, c'est est-ce que l'autorité arrive véritablement à cerner le rôle que pourraient jouer ces chefs dans le retour à la paix, à la cohésion sociale? Parce qu'on a l'impression qu'ils ne sont pas assez bien exploités. Oui. Je pense que les autorités politiques savent très bien ce que les chefs traditionnels et coutumiers peuvent faire. Le vrai problème, à mon avis, c'est qu'il ne faudrait peut-être pas laisser toute la latitude aux hommes politiques de faire de la contribution des chefs ce qu'ils veulent. Il faudrait qu'il y ait une réflexion, c'est pour ça que j'ai parlé de l'adhésion des Burkinabés au processus, pour que le rôle que les chefs coutumiers peuvent jouer dans la stabilité, dans la normalisation de la situation, ce ne soit pas seulement du point de vue du politique. Parce que le politique sait très bien ce qu'il veut. Il peut donc orienter les chefs et le dans politique leur... a du mal à se défaire de ses intérêts de ses intérêts directs et immédiats. Donc si nous on veut une situation normale, différente de ce que le politicien entre griffes cherche, c'est peut-être à d'autres structures, la société civile, même les syndicats comme ça, de se mettre un peu sur le sujet de la cohésion sociale là. Pour avoir une définition claire du rôle de ces chefs. Qu'est-ce qu'on peut leur demander? Parce que ça reste un ressort qu'il faut préserver si ça se casse, parce que de plus en plus aussi, par le fait du politique, l'image du chef est en train de prendre un coup. Elle a déjà pris un coup énorme. Aujourd'hui, elle s'est un peu galvaudée avec les connexions qu'il y a entre la chefferie et les hommes politiques, surtout au moment des élections, qui font que le rôle des stabilisateurs sociaux au niveau local a un peu perdu de son allant. Si bien que, si on veut redonner du lustre à la chefferie coutumière et traditionnelle, si on veut lui faire jouer un rôle plus important, moi je crois que c'est le moment de mener la réflexion sur aussi ces rôles des chefs coutumiers dans la République. Et ce qu'on va trouver ensemble, et on leur dira, écoutez, le bien que vous puissiez faire à la République, voilà les limites. Voici donc l'encadrement juridique qu'on peut vous octroyer. Ils sont déjà dans la Constitution. Avec le statut qui va... Voilà, ils sont déjà dans la Constitution. Il restait à faire une loi et c'est là où on s'était bloqué. Je pense que c'est le moment de réveiller tout ça. Il faut poursuivre la réflexion à ce niveau. Une semaine d'actualité, c'est aussi le président de la transition malienne qui est arrivé hier à Ouagadougou, une visite de quelques heures. Mbadao et Rochma Christian Kaboré ont parlé de préoccupations, de coopération bilatérale, mais surtout de questions sécuritaires, notamment la lutte contre le terrorisme, encore une fois. Bandao, chez Roch Kaboré. Le président de la transition malienne est venu parler coopération bilatérale avec son homologue burkinabé, notamment la relance de la commission mixte Mali-Burkina Faso, interrompue depuis 2012. Mon frère et ami, le ministre Zeni, qui est là, nous allons prendre les dispositions afin que cette commission mixte de coopération puisse se tenir le plus rapidement possible. Parce que entre le Mali et le Burkina Faso, vous imaginez, deux pays frères et voisins, il y a beaucoup d'accords qui existent déjà entre nous, mais nous avons beaucoup d'accords sur la table et qui attendent donc d'être examinés par cette commission mixte afin donc de renforcer encore l'intégration entre nos deux pays. Réunis au sein du G5 Sahel, les deux pays font face à la menace terroriste. C'est pourquoi la question sécuritaire s'est invitée au menu des échanges avec en ligne de mire le prochain sommet du G5 Sahel à N'Djamena au Tchad. Voilà quelques années que nous avons engagé la lutte contre le terrorisme dans le cadre du G5 Sahel et avec chaque pays aussi pris individuellement. Et ça fait 1 an aussi que nous avons eu le sommet de Pau avec des accords et une feuille de route. N'Djamena va être l'occasion d'examiner, de faire le bilan plutôt de cette feuille de route de Pau et voir comment est-ce qu'on peut réorienter la lutte contre le terrorisme à travers notre espace. Dans le contexte sécuritaire actuel, le sommet de N'Djamena devrait confirmer le maintien de la force française Barkhane en dépit des critiques qui réclament son retrait.
Et les présidents maliens et burkinabés qui parlent de sécurité, donc, le président Roch-Marc Christian Kaboré et son homologue français Emmanuel Macron ont également parlé de sécurité, mais cette fois-ci à l'Élysée. Il y a un tête-à-tête entre les deux chefs d'État à quelques jours du sommet du G5 Sahel à N'Djamena, au Tchad. On écoute le ministre Burkina Faso, Alpha Bari. Les deux chefs d'État avaient besoin de se rencontrer pour préparer le sommet du G5 de N'Djamena qui va avoir lieu dans quelques jours. Et dans le cadre du Burkina, nous vivons une certaine accalmie, mais cela ne veut pas dire que les problèmes sont résolus. Vous savez bien que Pau s'est décliné en 4 piliers. Il y a la lutte contre le terrorisme, il y a le renforcement des capacités des armées, il y a le retour de l'État et il y a le développement. Donc si nous avons des acquis en termes de lutte contre le terrorisme, il faut que l'État et les services puissent se réinstaller dans les zones où le calme revient. Et il faut également que si l'État se réinstalle, il faut donc que le développement puisse suivre pour accompagner les populations. Il était important que certaines questions, qu'il y ait une harmonie sur certaines questions, de sorte qu'on puisse arriver donc à des réunions assez fructueuses dans la capitale tchadienne. Cheikh Koulibaly, il y a eu Pau, mais un an après, on a l'impression que les grandes décisions prises à Pau tardent à porter leurs fruits. Hein. Non, Pau, je pense que c'était dans le but de clarifier cette question de retirer Barkhane ou pas. C'était le grand objectif du sommet de Pau. Ça a été résolu. Ces opérations au niveau des frontières, effectivement. Voilà, ça avait été résolu parce qu'il y avait eu finalement l'entente entre les dirigeants du Sahel et de la France pour que Barkhane continue son travail. L'idée, c'était juste de calmer les sentiments anti-français. Mais à la clé, il y avait eu des propositions, effectivement, que la France avait faites. D'abord, d'augmenter le nombre de militaires sur le terrain, porté totalement à 5 000, peut-être un peu même plus, de renforcer les capacités techniques de la force et de faire en sorte que certaines zones, comme on le dit, la zone des 3 frontières, soient totalement couvertes par les opérations de Barkhane. C'est peut-être sur les propositions d'action qu'on a du mal à trouver des résultats, parce que malgré donc les déclarations positives de certaines autorités, on pense que sur le terrain, la situation n'est pas aussi normalisée que cela. S'il y a nécessité de faire un sommet jusqu'à N'Djamena, c'est-à-dire la zone couverte la plus extensive possible, ça veut dire qu'il y a encore de la matière. Peut-être aussi que N'Djamena, c'est pour essayer de ramener le Tchad au cœur donc, de la lutte contre le terrorisme. Comme on le sait, en 2016, le Tchad avait participé à des opérations et avait fini par se retirer. Peut-être qu'on veut restructurer la lutte autour donc, de l'armée tchadienne, qui est très aguerrie, parce qu'elle a au moins 20 ans de lutte contre les terroristes. Peut-être qu'elle peut apporter plus s'il y a un meilleur encadrement, s'il y a des meilleurs moyens qui sont donnés. Entre-temps, Idriss Déby veut briguer notre mandat. C'est peut-être aussi une façon de charmer le G5 Sahel, notamment le président français. Oui, mais je pense qu'au niveau des chefs d'État, c'est une question qui doit être secondaire ou même tertiaire. Je ne suis pas sûr que ce soit réellement une préoccupation pour eux. Ils vont peut-être utiliser l'argument des questions internes pour ne pas faire de cela un point au niveau du G5 Sahel. Mais moi, je crois quand même que le fait qu'il y ait cette rencontre, ça montre que la question du terrorisme n'est pas du tout achevée. Des grandes interrogations demeurent. Qu'est-ce qu'on fait des Barkhane? Mais surtout, qu'est-ce qu'on fait des armées nationales qui devraient avoir pris le relais des Barkhane aujourd'hui, de sorte qu'on ait gardé une partie congrue donc, de cette force-là, peut-être 2000 hommes qui allaient servir d'encadreurs, etc. S'ils sont obligés de mener des opérations contre les terroristes directement, ça signifie que les armées nationales également
pose problème. C'est vrai que de temps en temps, il y a des victoires à noter ça et là. Il y a régulièrement ce point fait par les forces armées nationales, mais aussi Barkhane, qui fait aussi son point à part régulièrement. Mais il y a qu'aujourd'hui, la situation reste préoccupante, que ce soit au Burkina ou au Mali. Et les deux pays, d'ailleurs, ont intérêt particulièrement à renforcer leur coopération dans ce sens. Oui. Effectivement, le président de la transition malienne était chez nous. C'est très bien, moi, je crois, que le président malien soit arrivé ici. Parce que quand on suit la situation au Mali, il y avait une accalmie dans ces pays 2018-2019 où le nombre d'atteintes par les terroristes était passé sur le Burkina Faso. Mais quand on regarde depuis la transition au Mali, les attaques terroristes se sont multipliées sur le territoire malien. Il y a aujourd'hui une dimension qui est atteinte, qui est très grave. Ce sont les assassinats ciblés dans les localités. Donc, tous les jours, on entend que tel opérateur économique a été abattu à sa porte ou dans sa cour, etc., etc. Donc, il faut quand même que les autorités des pays du Sahel redoublent d'efforts pour faire en sorte qu'on puisse résoudre cette question de sécurité le plus tôt possible. Je retiens un élément important. Il y a quelques jours de cela, la direction générale de la sécurité extérieure du Français a fait un communiqué de presse, ce qui est très rare pour ces services-là, qui indiquait que les terroristes avaient l'intention d'attaquer les pays du Golfe de Guinée, tout à fait. Les pays au bord de la mer. Ça veut dire qu'au moins, les pays du Sahel, l'intérieur, ne sont pas sécurisés. S'ils envisagent d'attaquer la Côte d'Ivoire, par exemple, ça veut dire que du centre de leurs opérations, qui est le désert du Sahara, ça veut dire que le Mali et le Burkina ne sont plus un obstacle et qu'ils peuvent allègrement traverser. Et quand on voit... C'est quand même une information qui a le mérite de réveiller ou de renforcer la vigilance au niveau de ces pays aussi. Exactement. Parce que malgré l'appel à la mobilisation de l'ensemble de ces pays dans le cadre de la lutte, on ne sent pas véritablement cette solidarité. Mais on constate par exemple que du côté de Lomé, les autorités commencent à prendre le problème au sérieux. Il y a déjà une mobilisation au niveau de la réorganisation des forces, au niveau donc de développement d'une unité spéciale chargée justement de la lutte contre le terrorisme. Et justement, on sent que ça bouge. Ça bouge, mais moi, quand je retiens le fait que, pour moi, les autorités de nos pays ne sont pas suffisamment au fait de ce que représente réellement ce terrorisme-là. Quand on écoute au niveau de la Côte d'Ivoire, les autorités militaires ont fait des déclarations en disant que la Côte d'Ivoire est prête à lutter contre le terrorisme. C'est peut-être une certaine méconnaissance du phénomène. Ils n'ont pas encore compris que c'est une guerre très différente de celle pour laquelle ils sont formés. Ce n'est pas une histoire de canon, ce n'est pas une histoire d'avion. C'est que ce sont des Ivoiriens qui, éventuellement, prendraient les armes pour poser ces actes-là. Et là, ça pose le problème sur un plan social. Le discours, il est politique. Voilà, il est plus difficile de lutter contre des Ivoiriens qui prendraient les armes que de lutter contre des troupes organisées, structurées, qui sont dans des véhicules, etc. Donc, il faut peut-être qu'il y ait une prise de conscience que ces phénomènes-là, ce sont des phénomènes sociaux et politiques internes à nos pays qui génèrent donc ce terrorisme-là et qu'il faut trouver les ressorts internes également pour pouvoir y faire face. C'est pour ça que moi, l'idée de la réconciliation nationale et de la cohésion, j'y ai adhéré, parce que pour moi, ça peut être le pendant de la lutte militaire contre le terrorisme. On peut essayer de voir quels sont les déterminants de l'adhésion des gens au terrorisme et qu'est-ce qu'on peut apporter comme réponse en termes de réparation, en termes de projets de développement, en termes de gouvernance locale, etc., etc., pour que les gens ne soient pas tentés de rejoindre les groupes terroristes. C'est vrai que la question du développement reste posée. Merci, Siaka Coulibaly. Nous sommes en fin d'émission. Ça sera tout pour ce soir. Merci de nous avoir suivis. Bonne reprise de travail demain. Bonsoir chez vous. Et bonne fête de la Saint-Valentin.